Mesdames, Messieurs, chers joueurs, chères joueuses, bienvenue à Ludesco. Très heureux de vous voir aussi nombreux et nombreuses pour cette conférence un petit peu particulière, vous allez le découvrir. Je pense que c'est aussi ça qui vous a attiré. Peut-être juste quelques mots sur le festival avant de passer au vif du sujet. On est vraiment très heureux de reprendre nos activités en grand. On ne les a jamais vraiment interrompues, si ce n'est vraiment au tout début de la crise sanitaire, mais j'y reviens pas. On a maintenu une activité en réduite et là on est très très heureux de retrouver notre public dans cette version XXL comme on l'appelle. Ça va durer 55 heures, ça a déjà commencé. Donc la conférence est un événement parmi les nombreux qu'on propose. Donc je vous encourage après bien sûr la conférence à venir à la Maison du Peuple et à revenir à la Maison du Peuple, au Club 44 pendant tout le week-end pour profiter de Ludesco. À Ludesco on aime, c'est un festival, donc on aime sortir des sentiers battus, toucher tous les types de jeux, mais aussi parler du jeu. Et aussi, on est intrigué des fois quand on entend des projets un petit peu particuliers. Et on est très heureux d'avoir fait la connaissance de Thierry Wendling qui va faire la présentation maintenant. Thierry est un anthropologue, spécialiste des jeux, qui a mené des recherches sur des sujets alors très variés. Je vais juste en citer quelques-uns. Le jeu d'échecs en Europe, relativement traditionnel. Les lotos en Suisse, ça tombe bien, on va parler des deux, je crois, dans cette conférence. Mais aussi la borlette en Haïti. Je ne sais pas si c'est au sujet de la conférence. Ok. Les concours de cracheurs de noyaux, peut-être certains d'entre vous connaissent, ou y ont même participé. Et les courses de mushing en Alaska. Même si on aurait pu aller aussi dans le Jura juste à côté pour ces concours. Thierry s'attache ainsi à comprendre la place du jeu dans nos sociétés et à révéler les innombrables dimensions ludiques des vies humaines. Il a notamment publié un livre intitulé « Une ethnologie des joueurs d'échecs », c'est aux Presses universitaires de France. Et il a été maître assistant à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel. Ensuite, il nous a quittés pour Paris, où il est actuellement chercheur au CNRS. Et il dirige aussi la revue internationale ethnographie.org. Ethnographique.org. Et j'en discutais tout à l'heure avec Thierry, spécialiste du jeu bien sûr, mais aussi ethnologue général et anthropologue général. Donc voilà, vous êtes dans de bonnes mains. Et maintenant, je te laisse expliquer un petit peu le concept de cette soirée particulière. Merci beaucoup Thomas pour cette invitation. Ça va, vous m'entendez bien comme ça? Parfait. Donc c'est une conférence un peu spéciale, hein, vous l'avez deviné déjà par la présence de ce carton de loto. C'est une conférence d'anthropologie sur le jeu. Ça va le son? Ça résonne un petit peu. Peut-être juste l'éloigner un peu, et puis sinon voilà. On passera au... C'est bon comme ça? Ouais, c'est mieux. Donc je vais vous parler un petit peu de mes idées sur le jeu et des idées d'autres chercheurs. Je vais essayer de ne pas être trop ennuyeux. Mais en même temps, vous allez jouer au loto de manière à associer donc la théorie et la pratique. C'est quelque chose qu'on aime bien faire, j'ai cru comprendre, ici à Ludesco. Et donc vous allez jouer au loto. On va à peu près suivre les règles neuchâteloises. Alors pour ceux et celles qui s'en rappellent peut-être plus très très bien, vous remarquez donc qu'il y a 3 lignes horizontales. Sur chacune de ces lignes, il y a 5 nombres qui sont indiqués. Et le jeu se déroule en 3 phases. La première phase, c'est quelqu'un va gagner en ayant 5 nombres sur la même ligne, sortie. Donc ça va s'appeler ici kin. Et puis quand une personne aura 2 lignes complètes, ça sera la double kin. Et puis enfin, summum, c'est les 3 lignes et c'est le carton. Bravo. Il y a des prix donc qui sont offerts par Ludesco et les généreux sponsors, je pense. Voilà. Alors, comment ça se passe? Dans ma conférence, je vais prononcer des nombres. Thomas a évoqué par exemple le fait que je me suis intéressé au jeu d'échecs. Si je parle d'un échiquier
de 64 cases. Vous voyez? Voilà. Ça n'a pas commencé, hein, donc. Voilà. Donc, je vais vous aider un petit peu parce que au fil de la conférence, il y a des nombres qui vont surgir. Hein. Si je parle du troisième, il faut entendre le 3 dans troisième, etc. Ah oui, oui. Faut être attentif. Il y a un nombre un petit peu particulier qui est le 1. Le 1, on dit tout. 1, ça surgit à tout bout de champ. Hein. Donc, ça ne suffira pas que je dise 1. Ah, c'est bien, oui. Il faut que je dise 1 tout seul. Un tout seul, c'est la formule qu'utilisent les crieurs de loto très souvent pour bien marquer que c'est le nombre 1 qui est utilisé. Voilà. Nous n'avons pas évidemment des systèmes de vérification électronique. On fait ça de manière très artisanale avec des jetons qui pourraient figurer dans un musée. Ils datent de la fin du 19e siècle. Donc, je vais vous demander de rayer de manière très propre les chiffres qui tombent sur votre carton, qu'on puisse vérifier qu'en effet, vous n'avez pas triché. Et toute personne qui falsifie le carton sera remerciée. Voilà, donc je vous ai dit la règle du 1 tout seul, je vous ai dit, vous mettez juste un trait, vous pouvez faire une croix aussi, mais il faut qu'on puisse bien identifier le chiffre derrière, quoi. Quand vous pensez avoir votre première ligne remplie, il ne faut pas être modeste. Là, il faut... On prend son souffle, le numéro sort. Non mais c'est important, il faut être le premier à le dire. Hein. Parce que s'il y a, et ça arrive, plusieurs personnes qui ont kin en même temps, ou carton, alors carton c'est le gros lot, non? C'est là. Oh là là. Voilà. Ah, vous n'êtes pas venu pour rien. Moi je viens de Paris, mais... Donc, le carton, oui, il faut crier, quoi. Hein, voilà. On va appliquer une règle un petit peu particulière, parce que les sponsors ont été très très généreux. Donc on va donner 3 prix pour la kin, 3 prix pour la double kin et 3 prix pour le carton. Ah non, très très généreux. Voilà. Ça, il faut remercier Thomas qui fait un travail incroyable. Et les sponsors. Et les sponsors. Mais c'est Thomas qui va chercher les sponsors. Voilà. Alors, pour vous, ça va peut-être déjà être un peu compliqué de suivre la conférence parce qu'à la sortie, il faut faire un résumé. Hein. Une synthèse et tout. Vous avez une feuille de notes, hein, là. Ouais, vous pouvez au dos prendre des notes. Mais pour moi, c'est un petit peu ennuyeux. Alors, je vais jouer une partie d'échecs en même temps. Et je vais demander aux personnes dans le public qui aiment bien les échecs, une après l'autre, une personne après l'autre, de venir s'asseoir ici. Alors là, par contre, les chances de gagner le carton, faut oublier, hein, on ne peut pas à la fois jouer. Quoique, c'est possible. C'est autorisé en tout cas par le règlement que je décrète moi-même. Voilà, donc si quelqu'un, la première personne qui se lève pour jouer contre moi, je l'attends parce que ça va commencer tout de suite. Hein. Y a-t-il un joueur, une joueuse d'échecs dans la salle? Je sais qu'il y en a au moins un. Donc vous pouvez y aller, mais je garde ce joueur pour la fin parce qu'il va me massacrer. Ça va être terrible, ça va être sanglant. J'aimerais bien gagner une partie d'abord. Donc là, je lance le défi. Donc à la fois, on vient, on fait un mouvement. Ah non, c'est toute une partie. C'est toute une partie. Ah bah non, pas un mouvement. C'est une vraie partie d'échecs. Et donc, je joue comme ça, et en même temps, je donne ma conférence, je tire les numéros. Voilà.
Si on gagne la partie, on gagne quoi? Alors il y a un prix aussi. Hein. Mais il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul prix. Si tu as plusieurs joueurs. Le premier joueur qui gagne contre moi gagne le prix. Voilà. Donc, il y a là-bas un très bon joueur. Je l'ai repéré. Je sais qu'il a un classement Elo, etc. Donc, je tremble déjà. Voilà, il y a... Voilà. Donc, lui va gagner le prix, sauf si quelqu'un arrive et réussit à mettre échec et mat. J'irai jusqu'au mat, hein, évidemment. Il y a un chasseur en haut. Oui, il y a quelqu'un qui est prêt à venir. Là, il est sur le starting block, mais comme je sais que contre lui, je vais perdre, je propose à quelqu'un d'autre de relever le défi. Ah, ben voilà un courageux. Bravo! Super! Thierry? Fabien. Très courageux. Voilà. Ben voilà. Maintenant, ça commence. Ça devient sérieux. Et vous pouvez suivre, il faut suivre. Voilà. Il y a entre le jeu et le hasard, ou l'incertitude, des liens permanents. Voilà des parieurs qui vont, sur un coup de dé, engager pas seulement 3 francs, 3, mais leur fortune, leur honneur. Les psychologues s'activent. Comment soigner cette addiction? Voilà un stade de rugby. On va mettre les pièces là-haut. Hein. Un stade de rugby. 30 joueurs qui s'étripent pour un ballon ovale qui rebondit d'une drôle de façon. Les moralistes suggèrent des solutions. Donnez-leur à chacun un ballon. Voilà des amis qui s'insultent. Salut, vieux salopard, bâtard de ta mère. On n'est jamais loin de l'incident. N'insulte pas ma mère. Les bons citoyens s'interrogent. Que fait la police? Au-delà de ces considérations morales, l'anthropologue que je suis s'interroge sur la place de l'incertitude, on pourrait dire du hasard, dans ces 3 formes de jeu. Le jeu dit de hasard, la compétition, l'insulte ludique. Alors aujourd'hui, pour réfléchir au jeu, pour associer la théorie et la pratique, nous avons pensé avec les organisateurs de cette 14e édition de l'UDESCO, nous avons pensé donc faire de cette conférence sur le jeu un jeu lui-même, où le hasard est présent. Je me transforme en homme orchestre, à la fois conférencier et crieur de loto. Et je signale aux distraits que le 3, le 30, le 14 sont déjà sortis. Et pour ajouter du jeu dans le jeu, donc j'affronte, vous l'avez compris, tous les amateurs du jeu d'échecs qui veulent se mesurer à moi. Au début du XXe siècle, l'historien hollandais Johan Huizinga trouve un titre retentissant à ce qui restera jusqu'à aujourd'hui une des plus belles contributions en sciences humaines et sociales sur le thème du jeu. Homo ludens. L'être humain n'est pas seulement sapiens, c'est peut-être un peu prétentieux, plus intelligent que les autres animaux. Il n'est pas simplement faber, fabricant et utilisateur d'outils. Il est surtout, nous dit Huizinga, joueur. Nous appartenons, toutes et tous, à cette étrange espèce, Homo ludens, qui invente sans cesse de nouveaux jeux de mots,
de nouvelles pratiques ludiques ou revisite, toujours avec la même passion, des jeux millénaires. Pour autant, le jeu n'est pas le monopole de l'espèce humaine. Nous avons tous vu un chien jouer avec une balle. Les éthologistes ont multiplié les observations de comportements ludiques chez les mammifères et les oiseaux à gros cerveau. Le jeu pose pourtant aux éthologistes une grave question théorique. J'ai trouvé au moins 82 articles scientifiques sur cette grave question. Tout jeu se caractérise par sa gratuité. Cela ne sert à rien de jouer aux échecs, de se disputer pour un ballon ovale ou de courir après la baballe à son toutou. Comment dès lors rendre compte du jeu en l'articulant à la théorie de la sélection naturelle, qui depuis Darwin détermine notre compréhension des animaux? En quoi le comportement ludique serait-il utile aux êtres vivants? Question renforcée par le constat que ce sont les animaux les plus évolués qui jouent le plus. Le grand corbeau, qui peut vivre jusqu'à 25 ans, est un sacré joueur. Et ce n'est pas un hasard si la mythologie des Indiens d'Amérique du Nord le considère comme le trickster, c'est-à-dire le dieu farceur par excellence. Je m'identifie parfois au corbeau. On doit à l'anthropologue américain Gregory Bateson on doit donc à Bateson d'avoir mis en avant que le jeu est une expression privilégiée de la pensée symbolique, tant chez l'homme que chez l'animal. Quand un chat saute sur une pelote de lait, il se comporte comme s'il avait une souris devant lui. Nous faisons la même chose avec nos billets de Monopoly quand nous allongeons 70 bifetons pour acquérir la rue de la Paix. Quand on réalise une action ludique, on déploie en même temps une méta-communication qui transforme radicalement le sens de l'action. C'est la raison pour laquelle un combat de boxe reste un jeu ou un sport. Ce n'est pas une agression dans la rue. C'est la raison pour laquelle, quand je traite mon meilleur ami de salopard, il ne le prend pas comme une insulte personnelle. Il faut bien entendre le paradoxe. L'acte réalisé, donner un coup de poing sur un ring, acheter une maison avec un billet de Monopoly, ne signifie pas la même chose que ce que signifierait l'action dont le jeu est la représentation. On se comporte dans le jeu comme si c'était vrai, tout en sachant que ce n'est pas vrai. Le jeu nous entraîne ainsi à une activité cognitive essentielle, celle qui consiste à manipuler nos représentations mentales. Les êtres humains vont cependant beaucoup plus loin que les animaux dans certaines de leurs activités ludiques. En son temps, un grand philosophe français, Roger Caillois, avait proposé une classification des jeux en 4 grandes catégories. Grandes catégories qu'il avait conceptualisées sous des noms un peu savants, tirés du grec, du latin, de l'anglais. Il distinguait ainsi les jeux compétitifs, pensons au football ou aux échecs, en le désignant par le terme d'agon,
qui désignait la lutte, la compétition. Pour les jeux de vertige, comme le tournis que l'on ressent au sommet de la grande roue, il recourait à un autre terme, links. Et sous le mot anglais de mimicry, que l'on peut traduire par l'idée de mimétisme, d'imitation, Kaiwa rassemblait toutes les activités où on fait semblant d'être un autre, par exemple en portant un masque. Or, beaucoup d'animaux jouent à se combattre entre eux. Agon et un chien qui court après sa queue éprouve le vertige de lynx. Enfin, les singes ou les perroquets ne sont pas en reste pour ce qui concerne l'imitation ou la mimicry. La quatrième catégorie de Kaiwa rassemble les jeux où le hasard prédomine. Les jeux de cartes ou le loto, comme celui que nous jouons, relèvent de ce qu'il appelle l'aléa. On connaît tous l'adjectif aléatoire. Du temps des Romains de l'Antiquité, l'aléa était un jeu de dés. On n'a jamais vu un rat ou un corbeau inventer un dé à 6 faces et défier ses congénères au 421. 21. Les frontières entre l'animalité et l'humanité vacillent chaque jour. Mais la pratique des jeux de hasard me semble rester jusqu'à aujourd'hui un bon discriminant. Les animaux ne connaissent pas les jeux de hasard. Ils ne se livrent pas non plus aux jeux de langage. La parole est un merveilleux champ d'exercice du ludique. Vous avez joué ? Là. Merci. La place est libre. Le sniper. Ah, le voilà. Donc François, n'est-ce pas ? Oui. On se serre toujours la main aux échecs avant de commencer. Ouais, ça c'est quelque chose de pas s'insulter, c'est pour faire une parenthèse. Ouais. Donc c'est vous le monsieur très fort. Eh oui, c'est lui. Ouais, je suis pas sûr. Donc je disais, la parole est un merveilleux champ d'exercice du ludique. Pourquoi parlons-nous ? Pour transmettre des informations, répond le sens commun. Combien coûte cet objet ? 68 francs, nous répond la marchande. Mais les devinettes carambars, les insultes ludiques ou les grandes énigmes religieuses, comme celle du Sphinx à Oedipe, tout ceci nous oblige à repenser cette conception un peu naïve du langage. Qu'est-ce qui est noir avec un point jaune et qui vole ? Une mouche avec une dent en or. Comment fait-on rentrer 4 éléphants dans une 2 chevaux ? Le 4 est sorti, vous le savez, mais 2, je ne sais pas. L'énigme se présente comme une question ordinaire, sauf que le questionnaire connaît la réponse et espère que son interlocuteur l'ignore. Et cela s'accompagne d'une menace de sanction. Donner sa langue au chat, c'est symboliquement perdre la parole. Et les devinettes vérifient ainsi la boutade attribuée à Voltaire. La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. Certains disent à la femme ça a été aussi de... Je ne sais pas. C'est à la fin des repas de noces, en général vers 17h,
17. Que les langues se délient pour poser des questions qui font rougir les jeunes filles. Le pape en a un, mais il ne l'utilise pas. En tout seul ou bien? Ton père en a un, et ta mère est très heureuse de l'employer. Ah, mon cœur. Les nonnes n'en ont pas besoin. Qu'est-ce que c'est? Bah, il est tout seul, effectivement. La devinette manifeste cette capacité éminemment humaine à jouer avec le langage, à prendre de la distance par rapport aux mots et aux idées. Le pape en a un, mais ne l'utilise pas. Je ne sais pas à quoi vous pensiez. Mais il s'agit évidemment de son nom propre. Plus personne ne nomme l'actuel pape François, Monsieur Bergoglio. Et dans la société traditionnelle française et suisse, les épouses, donc les mères, prenaient bien sûr le nom de leur époux. Les énigmes, les devinettes jouent ainsi avec notre perception du mot, des choses, des personnes. La pratique ludique du langage constitue un détournement de l'usage évident de communication, de transmission de l'information que l'on attribue au langage. Les anciens se rappellent sans doute qu'autrefois les tirages de loto étaient fréquemment accompagnés de jeux de mots. Quasiment chaque nombre avait sa formule humoristique. Les lunettes, le papet, l'année érotique. De nos jours, j'ai pas dit non. De nos jours, les matchs au loto, ici en tout cas, sont devenus plus sérieux, plus tendus. Mais ce soir, c'est un peu exceptionnel. Donc rien ne nous empêche de faire revivre ces anciennes expressions dans lesquelles s'exprimait un véritable folklore populaire. Ah, c'est pas mal, le mec. Pourquoi accompagnait-on la sortie des numéros du loto d'une formule humoristique? C'est une manière pour les joueurs de multiplier les dimensions ludiques. On joue non seulement avec des nombres, mais aussi avec la parole. Les bons joueurs d'échecs font de même dans leur partie d'échecs rapides qu'ils appellent des blitz. Ils s'apostrophent, ils font semblant de glorifier leur adversaire, mais en fait, ils s'invectivent. C'est vrai? La parole devient pour eux une arme presque aussi efficace que les coups qu'ils assènent sur l'échiquier. La parole ludique, l'humour, l'ironie sont aussi des moyens de contester les enjeux de pouvoir que les mots véhiculent. On le sait, les histoires drôles, les doubles sens, les provocations verbales fleurissent souvent dans les situations de contrainte, de subordination, de totalitarisme. Les blagues juives depuis toujours, les anecdotes du temps de l'Union soviétique sont célèbres. Vous connaissez la différence entre l'optimiste et le pessimiste? L'optimiste dit que la situation ne peut pas être pire. Le pessimiste répond « mais si, mais si ». Toujours pas de kin. Faut accélérer là, hein, faut... 9. « 28. » Oh yes. 39. 72. 54. Et la partie continue. 7.
44. Si vous voulez, vous dites coup de sac et puis je secoue. Hein. 49. 19. Vous n'êtes pas bon ce soir. Hein. 76. 10. Un effort, un effort. 38. 18. 35. 59. 56. 55. Belle série. 51. Coup de sac. 79. 81. 81 pour les étrangères. 46. On va vérifier. Alors, 10, 25, 46, 51, 79. La kin est bonne. Bravo. Allez. On continue à la quine, puisqu'il y a trois lots. Le 3 là que j'ai dit ne compte pas. Hein. 34. Il est sorti d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? La suite. 86. 65. 80. Alors, 18, 20, 51, 65 et 80 ou 80. La kin est bonne. Bravo. On continue. Là, c'est le premier qui crie, hein, qui est bon. 67. 32. 71. 62. 24. 8. 74. 23. Le tableau est presque... 36. C'est chic. 42, 50. Dis-le.
87. 29. La tension est perceptible. 66. 75. Wow. J'ai jamais vu ça. 31. On est pas habitué à ce jeu. On n'a pas la moyenne d'âge. Alors, je continue mon texte peut-être. Dès que l'on sort des jeux verbaux, nous sommes confrontés à la question des objets dans le jeu et à celle du corps qui manipule ces objets ludiques. La partie d'échecs ou le concours de cracher de noyau nécessite un matériel adéquat. Un noyau ou bien un échiquier avec 16 pièces blanches, 16 pièces noires. La coprésidente du festival. Il n'a pas triché. Hein. Ouais. Alors, 16, effectivement, il est sorti. 23. Oui. 49, c'est bon. 54 et 75 ou 75. La Kinevan, bravo. Bravo. De même, les marathoniens ont besoin de cet objet spatial qu'est le parcours de 42 km. Juste, c'est double qui, non, on est d'accord. Maintenant, ça double tout. Maintenant, c'est double kill. L'objet ludique est par nature très différent de la plupart des autres objets qui peuplent notre univers. Il matérialise un règlement. L'exemple le plus simple est celui du dé. C'est une petite machine pour produire des événements aléatoires. Le dé détermine. Le jeu donc détermine dès l'avancée des pions sur les 63 cases d'un jeu de loi. 63. Il y a 63 cases dans un jeu de loi. L'objet ordinaire existe en soi. L'objet ludique est la manifestation de la règle. Les concours de gros mangeurs, sur lesquels j'ai aussi travaillé. Les concours de gros mangeurs qui se déroulent en Normandie donnent une belle mais rude illustration de l'incarnation de la règle dans l'objet. À l'occasion des fêtes de village, on organise des concours rabelaisiens lors desquels les participants tentent d'avaler la plus grande quantité d'un aliment particulier, en général d'origine locale. Ici les tripes, là le boudin, à Camembert. Un tout seul. Non, à Camembert, le camembert. L'ensemble du village se réunit pour assister à ces scènes gargantuesques où une douzaine de participants, 12, sont installés à une table face au public qui regarde à la fois fasciné et dégoûté. Ça vaut certaines scènes de théâtre contemporain. Sur la table ne figurent que deux objets. L'assiette dans laquelle sont disposés les tripes, le boudin et un verre d'eau. Tout seul. Ce verre matérialise. Ah oui, bien sûr.
Donc, ce vers matérialise, je disais, un point essentiel du règlement. Les participants n'ont droit qu'à un unique verre d'eau pendant les 15 minutes que dure le concours. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une assez dure épreuve que de garder le gosier sec en avalant toute cette nourriture. Pour les amateurs de hot dog, je signale que le record s'élève à 53 hot dogs en 15 minutes. Ce verre d'eau est plus qu'un récipient, il incarne une règle et une valeur que je ne partage pas, mais peut-être aussi. Le jeu a appris aux hommes ainsi à expérimenter je me suis perdu, ce qu'est une règle, et en particulier une règle arbitraire. Le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss disait que la prohibition de l'inceste constitue la première règle humaine. Tu ne te marieras pas avec ta sœur. Peut-être, mais on ne se marie pas tous les jours. Alors que l'on peut, tous les jours, disputer avec des amis un match de baby-foot, ce jeu de table où 22 figurines courent immobiles après une balle en liège. En Afrique, on peut tous les soirs jouer à la wélé, un jeu de semaille. À chaque jeu, ses règles spécifiques. Au baby-foot, les demi ne sont pas censés marquer des buts. À la wélé, où il y a au début 48 graines, on est tenu, selon l'expression consacrée, de nourrir l'adversaire, c'est-à-dire de toujours lui donner des pions à manger ou à jouer. La règle rend bien sûr possible le jeu, mais on peut aussi remarquer que la règle ludique est souvent sujette à discussion, à interprétation, à contestation. On peut ainsi considérer que si la règle de la prohibition de l'inceste a peut-être établi une coupure décisive entre l'humanité et l'animalité, c'est peut-être la règle ludique qui a appris aux êtres humains, au fil des interactions quotidiennes, ce qu'est une règle, comment on la définit, comment on la respecte, comment on l'enfreint aussi. Petit tirage ? 27. Double king, je crois. Ah non. Émotion ? Pas émotion ? Non, mais il faut l'émotion. Double king, oui. Double king. Monsieur, venez. Alors, nous avons de 9, 17, 48, 53, 75, 12, 25, 31, 50 et 70. La quine est bonne. Bravo. Double. On continue pour la double On king. continue pour la double king. 47. 83. 73. Double king. Par hasard, les gens ont touché. Ah non. Il a dit un unique. Ah non, mais c'était pas un tout seul, c'était un unique.
Bah oui. c'est pas le mot exact. Parce qu'on arrête tous là. On continue à la double kin après cette émotion. 88. 85. Coup de sac. 40. 89. 41. Moi j'aime beaucoup donner des lotoconférences parce que là le public est captif. Je me sens... 84. Ça suffit les 80. 69. C'était elle la nuit érotique. 43. Oh, double kill. Wow. Il faudra demander au concepteur d'Ola de prévoir quand même qu'on puisse se déplacer facilement. Alors, 29, 43, 53, 69, 81, 9, 32, 42, 75 et 87. La kin est bonne. Bravo. Et lucky numbers pour la dernière double kin. 60. Double kin. 10, 24, 46, 60, 70, 16, 30, 59, 63 et 83. La kin est bonne. Bravo. Est sorti de 91. Non, non. On va pas aussi haut, monsieur. Nous voulons au carton maintenant. Il faut avoir les 3 lignes complètes. Tous les jeux. Et après, il y a des cartons de coffrage. Le jeu nous permet donc d'expérimenter au quotidien ce qu'est une règle. Le jeu nous confronte par ailleurs à l'incertitude. Comment le ballon de rugby va-t-il rebondir? Quel chiffre le crieur va-t-il annoncer? 33. Ah ouais. On peut d'une certaine manière penser la majorité des institutions humaines comme des outils pour réduire l'incertitude. Le médecin et l'hôpital luttent contre la maladie. La cour de justice ou la police rétablissent un ordre social perturbé. Le calendrier, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, rythme les fêtes, les dimanches et les jours ouvrables. Aucun incident, aucune catastrophe n'empêchera lors du prochain 1er août la célébration de la fête nationale sur l'ensemble du territoire helvétique. Il y a pourtant... Premier, ça va? Non. Monsieur n'a rien compris.
Donc, il y a pourtant d'autres situations où cette incertitude se trouve au contraire recherchée. C'est particulièrement le cas des jeux. La nature fournissait déjà des instruments adéquats pour produire ce qu'on appelle nous le hasard. N'importe quelle demi-coquille de noix permet de jouer à pile ou face. La difficulté n'est pas de sculpter un dé parfaitement cubique ou de réaliser un jeu de 52 cartes. La première difficulté, c'est de reconnaître et d'accepter une correspondance entre un événement arbitrairement décidé d'un commun accord entre les joueurs et une conséquence dont l'importance peut être considérable, mais sans qu'il y ait de lien physique, mécanique ou logique entre l'événement et sa conséquence. Si la pièce tombe sur pile, je te donne 50 francs. Si elle tombe sur face, tu me donnes un gage. 50, hein? Il y a une distance extrême entre l'événement ludique et sa conséquence. À un chiffre près, et là vous l'expérimentez, à un chiffre près, on gagne ou non le gros lot du tiercé ou du quarté. À 1 centième de seconde, on remporte ou non le championnat de ski. Agir en tenant compte de cet écart constitue une complexité cognitive quasiment impossible aux animaux. Les êtres humains y arrivent de leur côté très facilement, et dès le plus jeune âge. Il n'y a même pas besoin d'outils comme le dé ou les cartes à jouer. Il suffit d'effeuiller la marguerite, elle-même, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Ou encore de recourir aux comptines, aux ritournelles d'élimination. Ça sera toi le chat, mais puisque le roi ne le veut pas, ça sera pas toi. Les jeux en général, et particulièrement ceux où l'on reconnaît la présence du hasard, ces jeux se présentent ainsi comme un moyen d'éprouver, dans un cadre limité, cette incertitude des événements qui caractérise la vie humaine. Ah ouais, mais ce monsieur m'ennuie. C'est difficile, vous savez, de faire tout ça. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. On peut expérimenter, dans le jeu, comme dans un modèle réduit, l'inégalité des conditions humaines, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, les enchaînements de bons et de mauvais événements. On peut aussi y expérimenter des techniques. Pour connaître un avenir toujours incertain, pour favoriser l'arrivée d'événements favorables, pour se projeter au final dans le futur, les êtres humains ont toujours manifesté une extrême inventivité. Voilà. Je ne suis pas certain qu'il faille opposer de manière radicale les démarches rationnelles et les pratiques magiques. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des techniques. Et c'est un regard extérieur qui décrète leur valeur rationnelle, religieuse ou magique. Mais il est amusant de voir qu'on trouve dans la pratique des jeux dits de hasard une multitude d'objets censés écarter la malchance ou inversement attirer la bonne fortune. Je crois que vous commencez à regretter de ne pas être venu avec des talismans, des mascottes, des gris-gris. Lors des vrais matchs au loto, on observe fréquemment, à côté des cartons, un petit cochon, un fer à cheval, un trèfle à 4 feuilles.
une coccinelle et évidemment le chiffre 13. Thérèse! Ce sont des porte-bonheur classiques et bon enfant. Autrefois, la corde de pendu était réputée, mais elle semble être un peu passée de mode. Pour conclure cette rapide exploration anthropologique du rapport entre jeu et hasard, on constate que le jeu crée donc un espace entre liberté et contrainte, entre règles formelles et inventivité, entre déterminisme et incertitude. Cette incertitude amplifie l'émotion ludique. La complexification des règles, la multiplication des événements, la part laissée à l'incertitude, crée aussi la possibilité d'un récit. Jouer, c'est non seulement gagner ou perdre, c'est surtout vivre une expérience dont on peut ensuite faire le récit. Tout jeu crée une histoire avec ses émotions, ses retournements et son dénouement final. Plutôt que d'organiser une longue partie de loto, on aurait pu donner le gros lot au premier d'entre vous entrant dans la salle. Mais on se serait privé d'une longue histoire. Chacun de vos cartons s'est rempli selon un rythme inattendu. Prenant un bon ou un mauvais départ, se remplissant subitement à la suite d'une série de tirages favorables, ou encore stagnant désespérément. Certains attendent peut-être depuis longtemps les derniers numéros qui leur manquent. Peut-être vous regrettez de ne pas avoir emporté une patte de lapin, car vous savez qu'une patte de lapin, ça porte bonheur, sauf au lapin, oui. Et pour finir, puisque vous espérez encore toutes et tous remporter le grand prix de ce tirage entre 90 numéros, il me faut vous rappeler de ne pas oublier que le premier, donc le numéro 1, ne sera valide que quand je dirai 1 tout seul. Il y a des cartons. Voilà. Oh là là! Oh là là! Combien de cartons là?